Dans le massif du Vercors, entre Drôme et Isère, s'étend une vaste région, un ensemble de paysages variés. Sur le territoire, la géomorphologie des lieux donnée par la nature a été façonnée au fil du temps par des générations d'agriculteurs, de pasteurs et de forestiers. Le parc naturel régional du Vercors est né en 1970 de la volonté d'hommes et de femmes, d'associations et d'élus du territoire décidés à protéger et mettre en valeur ces sites et les espèces qui y vivent. Le parc abrite une faune et une flore exceptionnelles. Au jour le jour sur le territoire, des hommes et des femmes agissent pour valoriser les savoir-faire et maintenir les qualités et les richesses de ce territoire. Nous allons passer cette journée avec eux, découvrir leurs implications et les enjeux de chacun des projets qu'ils soutiennent au sein du parc. Les vautours fauves avaient disparu du territoire, exterminés à la fin du XIXe siècle. Pourtant, ils sont un des maillons importants de la chaîne alimentaire. Entre 1999 et 2008, ils ont été réintroduits sur le massif. Environ 80 oiseaux ont ainsi pu être lâchés sur cette période. Désormais, on peut observer facilement une centaine de vautours certains jours en période estivale dans le ciel du parc. Ils nous accompagneront au cours de cette journée de fin d'été. Le Vercors se situe à la croisée des influences océaniques à l'ouest, continentales à l'est et méditerranéennes au sud. Sur ce territoire de 206 000 hectares, l'altitude varie entre 180 et 2453 mètres. Au nord comme au sud, les 9/10 de la surface du massif sont constitués d'une épaisse dalle de calcaire blanc. Travaillée par l'érosion, elle a engendré des paysages spectaculaires. Le territoire accueille les 6 plus grands ongulés de France. Dans les étages boisés, on peut rencontrer le sanglier, le cerf, le chevreuil et le mouflon de Corse. Sur les parties rocheuses, les bouquetins et les chamois se laissent observer. Au petit matin, les vautours se réveillent doucement sur les parois des falaises. Ils attendent que le soleil réchauffe l'air pour prendre leur envol. Les vautours fauves sont grégaires. Ils nichent en colonies dans les parois rocheuses, souvent exposées au sud, sud-est. Ils s'installent dans des lieux proches de sources de nourriture disponibles toute l'année. Et là où les courants d'air sont quotidiens pour qu'ils puissent s'élever sans effort. Les jeunes ont été élevés de l'hiver jusqu'à l'été. Il aura fallu 4 mois entre l'éclosion et leur premier envol. Dans la matinée, les vautours partent à la recherche de nourriture, essentiellement au cœur et dans le sud du parc. Dans la zone nord du territoire, la Bourne serpente sur 43 km. L'eau dans le Vercors fait partie de l'histoire du massif. Elle a tout modelé sur ce territoire karstique. Créé les grottes, les gorges et les gouffres. En début de matinée, Myrtille Béranger, écologue spécialiste des chauves-souris, et Antoine Molina, le maire de la commune de Châtelus, empruntent le chemin qui mène au porche de Bournillon. Cette couleur rose, c'est dû à quoi? Alors c'est un lichen qui donne la couleur à la roche. Il n'y a que ici, hein, je crois que c'est comme ça. J'en connais pas ailleurs, mais On voit qu'il y a des lichens plutôt des gris. couleurs comme ça. Cette grotte est un site majeur d'observation de différentes espèces de chauves-souris. Mais c'est également un site fréquenté par les spéléologues. En cette fin d'été, c'est la période de basse eau pour les rivières. L'eau ne vient plus jusqu'aux galeries de la grotte. La grotte de Bournillon est une de ces homologues adjacentes qu'on appelle les sources d'Arbois. Elle draine quasiment toute l'eau du massif du Vercors. Il y a une rivière qui vient du massif du Vercors qui s'appelle la Vernaison, qui draine les eaux de surface. Mais la majeure partie des eaux de pluie s'infiltrent et elles aboutissent ici. On a des volumes d'eau de 70 mètres cubes par seconde.
c'est qui ont énorme. été mesurés en 1960. Alors ça fait un tumulte terrible quand ça arrive ici. Aujourd'hui, c'est complètement sec, on a l'impression que c'est tranquille, c'est calme, mais quand l'eau arrive, ça fait du bruit. Et l'eau, elle vient de loin? De la Luire, enfin environ 15 km. Mais le plateau du Vercors, c'est beaucoup plus large que ça, c'est une trentaine de kilomètres de diamètre à peu près. Les cavités comme Bourgnillon, comme elles reçoivent de l'eau d'infiltration, elles évacuent assez rapidement les eaux qu'elles reçoivent et dès qu'il s'arrête de pleuvoir, il n'y a plus rien qui rentre et elles se vident donc presque complètement. Sauf la source d'Arbois qui, elle, a un débit constant, même en période de sécheresse très forte. Le porche de la grotte est remarquable par sa dimension. 40 mètres de large pour 109 mètres de haut. Il est considéré comme le plus vaste de France et compte parmi les plus importants d'Europe. Et la grotte de Bourgnillon, c'est très fréquenté par les Ah oui, spéléologues? il y a du monde qui vient là, ouais. Il y a quand même environ 8000 personnes par an qui viennent visiter cet espace. C'est des gens qui vont dans le réseau? Ou c'est- Non, alors c'est les vraiment 8000 des gens personnes, qui c'est les gens viennent qui voir, viennent jusque-là. Ceux qui vont dans le réseau, c'est beaucoup moins, peut-être 500. Hein. Il n'y a que les gens qui sont habitués à visiter l'intérieur des grottes, en particulier les spéléos. Il faut être équipé, on ne peut pas rentrer dans une cavité comme celle-là, à l'intérieur, dans l'obscurité, sans éclairage, sans corde. Il faut un minimum de sécurité. Ici, il y a un captage d'eau qui conduit l'eau du réseau, quand il y en a, jusqu'à l'usine, la centrale de Bourgnillon. C'est une centrale hydroélectrique qui capte l'eau ici, quand il y en a. La centrale de Bourgnillon, qui est là en bas, elle fournit de l'énergie pour 57 000 personnes. Ah oui. Vous en êtes où, là, de vos mesures de fréquentation? Alors, votre étude, là, elle en est où? donc par rapport aux chauves-souris, il y a 3 boîtiers qui enregistrent en permanence les ultrasons des chauves-souris la nuit. Donc ça continue, c'est un suivi qui s'est fait là sur 12 mois. Et après, on fait des visites mensuelles où on compte les populations. On a combien d'espèces ici, dans la grotte de Bourgnillon? Il y a une vingtaine d'espèces. Sur combien d'espèces sont Sur recensées 35 espèces en France et 30 dans la région. D'accord. Voilà, donc on a les toutes petites, les pipistrelles, jusqu'aux plus grosses, des murins, des grands rhinolophes. D'accord. Alors ce qui me fait dire c'est un grand rhinolophe, c'est qu'on voit bien que le corps il est bien gris par rapport aux ailes, alors que la noctule est toute noire. Noir marron. Qu'est-ce qui les attire ici par rapport à un autre site, hein? Alors c'est toujours un petit peu difficile à dire. Elles cherchent des conditions particulières pour vivre. Et elles trouvent dans le réseau de la grotte de Bourgnillon ces conditions de température, d'humidité, de ressources alimentaires, parce qu'il y a des chauves-souris, on s'est rendu compte justement avec les enregistrements, qui viennent juste chasser la nuit et elles repartent et elles vont nicher ailleurs pendant la journée. Et dans la grotte, quand on parcourt les porches, le réseau, on retrouve les espèces toujours aux mêmes endroits. Et même il y a des fois où on retrouve certains individus, on se demande si ce sont toujours les mêmes d'année en année. Récemment acquis par la communauté de communes, le site de la grotte de Bourgnillon ne sera pas mis sous cloche. Un comité de gestion animé par le parc et rassemblant diverses structures publiques, des naturalistes, des spéléologues ou encore des grimpeurs, va permettre de mettre en place des règles de fonctionnement et d'usage pour le respect des lieux. C'est bien que ce dossier émerge parce qu'il va aussi dans le sens de la préservation et la connaissance des chauves-souris qui sont dans Bourgnillon. Et on est aussi dans un grand site Natura 2000. Des gros enjeux à la fois de préservation de la biodiversité, de réorganisation des pratiques, qui sont des pratiques de sport de pleine nature, qui ont vocation à divertir les gens, mais aussi avec cette sensibilité souvent du milieu naturel. Et puis un petit peu de relier un peu ces deux domaines finalement. Puisque la connaissance des chauves-souris dans la grotte, elle a commencé dans les années 90, début des années 90. Donc c'est une suite un petit peu de cette connaissance. Les chauves-souris, toutes protégées, ainsi que leurs habitats naturels, se nourrissent d'importantes quantités de moustiques, de papillons, de coléoptères. Entre un quart et un tiers de leur poids par jour. Elles sont ainsi des régulateurs naturels des populations d'insectes. Dans le courant de la matinée, les vautours tournoient dans le ciel du Vercors. D'un vol massif et pourtant léger, utilisant les ascendances thermiques et dynamiques, les vautours vont planer. Ils peuvent parcourir plus de 100 km par jour s'il le faut pour trouver de la nourriture. Au sol, bouquetins et marmottes, eux aussi avaient été décimés,
exterminés. Le parc a participé à des campagnes de réintroduction des marmottes sur le territoire avec d'autres acteurs engagés. Des bouquetins ont été relâchés à la fin des années 80 dans le cadre de projets menés par le parc. Ils sont désormais plus de 600 individus sur le pourtour du massif, dans les zones de barres rocheuses ou d'éboulis. La marmotte est la sentinelle des alpages. Ses effectifs et sa répartition sur le Vercors ont permis notamment le développement d'une belle population d'aigles royales sur l'ensemble du territoire. La marmotte serait un de leurs mets préférés. La forêt est un élément essentiel des paysages du Vercors. Avec une superficie de 139 000 hectares, elle couvre près de 70% du territoire, des vallées au plus haut plateau. Le parc intervient auprès des propriétaires et des gestionnaires. Il aide à la valorisation de la filière bois et au développement de la biodiversité sur ces espaces. Carole Desplanques, en charge de la gestion d'espaces naturels protégés pour l'Office national des forêts et membre de conseil scientifique, retrouve ce matin Denis Pellissier, technicien forestier au Centre régional de la propriété forestière sur le massif des Écouges. Cette forêt privée est exploitée en futaie irrégulière pour permettre une régénération naturelle du milieu. Certains arbres bien particuliers y sont conservés. Ah bah tiens, regarde Carole, il y a peut-être un arbre là qui pourrait être intéressant à conserver. Il est déjà bien abîmé, je crois qu'il est un peu attaqué par les fameuses fourmis charpentières. Là. Les fourmis charpentières, d'accord. Et ça, le régal du pic noir. D'accord, et donc du coup, il faudrait essayer de conseiller aux propriétaires de le garder par rapport à ces insectes qui sont favorables à la nourriture des oiseaux. Bah oui, de toute façon, il n'a pas une grande valeur marchande, je pense, ton arbre. Non, parce qu'en fait, il va être pourri, il va y avoir une grosse purge. Et à la limite, il gêne pas trop de régénération naturelle, etc. Donc on peut le conserver. Bien sûr, on ne peut pas en garder un tous les 10 mètres, mais on peut en conserver sans problème tous les 2 à 3, voire 5 à 6 par hectare. En général, ce type d'arbre, on les repère avec un triangle à la peinture qui permet aux bûcherons de savoir qu'il ne faut pas les toucher, qu'il faut éviter surtout de ne pas les couper. Même si les arbres qui sont voués à être coupés, d'ailleurs, sont marqués d'une autre façon, avec soit à la peinture, soit avec un marteau. Et ils sont également désignés pour être coupés, donc il y a une différenciation entre les deux. Et ben voilà un arbre conservé pour la biodiversité. On va aller voir d'un peu plus près cet arbre, là, si on repère quelque chose d'intéressant. Ouais, je vais vérifier s'il y a cette cavité de pic et pêche ou si c'est juste un... Comme je voyais ça d'un peu loin. En tous les cas, c'est une belle chandelle. Et il faudra aussi on la marquera aussi pour que lors de la prochaine exploitation, ils soient conservés. Ouais, je crois même que tu vois, là où il y a les champignons, dessous, il y a aussi un trou. Souvent, ils font leur cavité. Comme il y a le champignon, ça affaiblit le bois. Ça affaiblit le bois, oui, c'est vrai. Ils font leur trou, tiens, si tu veux regarder, confirmer. Ah oui, effectivement, il y a même le trou est même plus gros. Les pics recherchent des bois tendres pour construire leur loge et les cavités servent ensuite à nombre d'oiseaux cavernicoles. Là, on est plus dans la catégorie des bois morts par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Lui, ça fait un moment qu'il est ici et je pense qu'il y a plein de gens qui ont été hébergés, plein d'espèces différentes, des insectes du bois mort, des champignons du bois mort, qui aiment bien ces gros bois qui meurent sur pied et qui mettent du temps à se décomposer. Et puis il finira par retourner à la terre, nourrir le sol et renourrir les arbres qui sont à côté de lui. Les arbres vieillissent et leur sénescence est à l'origine de fissures et de cavités qui sont autant d'abris pour les chauves-souris et divers oiseaux. Là, on arrive dans une parcelle qui a été passée en coupe il y a 5-6 ans. L'objectif étant bien sûr la récolte du bois, mais aussi de favoriser la régénération naturelle. En créant des trouées, ça permet de la pénétration de la lumière, le développement de végétation herbacée et arbustive, et bien sûr la régénération naturelle, qui participe à la nourriture d'un bon nombre de faunes, notamment les ongulés. Et par contre, des espaces comme ça, sur le territoire du parc, on a à peu près 50 à 60% qui sont gérés. En tous les cas, à un moment donné, il y a eu une intervention humaine, mais on a plus de entre 40 et 50%, soit parce qu'ils sont inaccessibles, soit par la volonté en fait des politiques qui ne sont pas gérées. Je crois savoir qu'il y a quelques réserves biologiques sur le territoire.
Effectivement, il y a plusieurs réserves biologiques, donc on dit intégrales. Alors, cette notion ne veut pas dire que ce sont des secteurs qui sont interdits, complètement clôturés. Le principe de base de ces réserves biologiques intégrales, pour partie, ça peut être des forêts comme celle-ci, et on va arrêter ce dont tu viens de parler, c'est-à-dire cette gestion forestière s'arrête, on n'intervient plus, il n'y a plus d'exploitation, mais par contre, vu qu'on laisse évoluer naturellement ces forêts, et c'est des choses qui sont rares dans le territoire métropolitain, puisque quelque part, à une époque, on a exploité la forêt de partout, dans ces réserves biologiques intégrales, on met en place toute une série de suivis, avec des protocoles qui sont les mêmes dans toutes les réserves biologiques intégrales, et on va suivre en fait, alors essentiellement tout ce qui est lié au bois mort, c'est-à-dire qu'on va suivre les arbres qui passent d'adultes à arbres peut-être cassés, ou en tous les cas vieillissants, voire un jour ils seront morts, mais tout ça c'est repéré sur des cartes, et puis après l'arbre il finit par tomber, retourner au sol, donc tout ça c'est suivi dans ces réserves biologiques intégrales. Et on va suivre aussi les insectes qui sont liés au bois mort, toujours avec cet objectif de voir un petit peu comment ça se passe quand l'homme n'intervient pas dedans. Donc je disais les insectes, mais aussi les champignons, les mousses, les lichens, qui vont être pas mal sur le bois mort. Il y a un suivi scientifique assez précis auquel participent en fait l'ONF et le parc. Oui, alors il y a l'ONF, il y a le parc, il peut y avoir les universitaires du coin, des spécialistes aussi. Et en termes de surface, ça représente quelque chose comme... Alors sur le massif du Vercors, ça doit représenter, je dirais 2500 hectares 2500 à peu près. Hectares. Voilà. Oui, c'est près de 2%, quoi. Voilà, donc quelque part c'est pas beaucoup, mais en même temps c'est déjà beaucoup pour pouvoir réaliser toutes ces études sur du long terme. On parlait d'installation d'îlots de sénescence. Est-ce que ça serait possible d'installer quelque chose dans ces secteurs là ? En tous les cas, je trouve que ça paraît pas mal d'y réfléchir. Et dans quel but un peu ça permettrait de quoi ? On va créer un petit peu des micro-poches comme ça, réparties, un espèce de réseau à l'échelle de la forêt, tu vois, entre lesquels les insectes du bois mort vont pouvoir se déplacer d'un îlot à l'autre. Tout à fait, d'accord. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est un peu complémentaire à l'arbre seul qu'on va marquer. Une poche un peu plus grande qu'est l'îlot de sénescence. Et puis, tout au bout de l'échelle, on a les fameuses réserves biologiques intégrales où là, on a des surfaces plus importantes. Ok. On continue ? On continue. Chiroptères, oiseaux, insectes pollinisateurs foisonnent dans ces forêts du Vercors. Elles sont très diversifiées en raison de l'important gradient d'altitude, de la multitude des expositions ainsi que de la nature des sols. L'abondance du gibier sauvage dans ces forêts a permis au loup de faire son retour vers la fin des années 90 dans le Vercors. Sur la partie ouest du parc, le cirque de Combles-Laval est l'un des joyaux du Vercors drômois et l'un des plus grands cirques d'Europe. Une sculpture unique que l'on doit au phénomène géologique dit de reculer. Ces forteresses calcaires protègent un magnifique écrin de verdure. Emma-Sophie Mouret et Mathieu Rocheblave se sont donné rendez-vous en fin de matinée pour parcourir à vélo quelques kilomètres sur une des routes les plus mythiques et les plus vertigineuses du Vercors. La route de Combles-Laval, incroyable route à encorbellement qui, tel un cordon, souligne le haut des falaises. Ces routes sont des témoins du passé et elles participent à l'identité du territoire, à tel point que Emma-Sophie Mouret, doctorante en sciences de l'homme, du politique et du territoire, réalise son mémoire de thèse sur ces routes. Mathieu Rocheblave est quant à lui responsable du service accueil des publics et tourisme au parc. Ça a l'air drôlement ancien, cette route quand même. Eh oui, elle a été ouverte en 1898. Et donc c'est la dernière d'une série de routes carrossables qui ont été construites sur le massif du Vercors au XIXe siècle. D'accord, et comment ils faisaient les travaux à l'époque? Parce que c'est des ouvrages impressionnants en pleine falaise quand même. Et oui, c'était difficile. Déjà ça prenait plusieurs années. Et là, rien que pour la partie donc, à flanc de falaise, la construction a été répartie donc, en 4 tronçons, réalisés par voie de régie, donc sous le contrôle de l'administration des eaux et forêts. Alors du coup, cette route, elle a été construite pourquoi en fait, la raison principale? Eh bien, la principale raison, c'était l'exploitation des bois de la forêt domaniale, donc de Lente, qui se trouve plus haut. Donc c'est une forêt qui appartenait à l'État et que l'État, par le biais de l'administration forestière, entend exploiter de manière plus rationnelle ces bois. Donc pour ça, il faut descendre
une plus grande quantité, de manière plus régulière. Donc il faut une route carrossable avec une chaussée assez large, puisqu'il s'agit de transporter véritablement des grumes de bois, des longs troncs. Il n'en existait pas à l'époque de route déjà? Et alors si, il y avait déjà un premier chemin préexistant qui empruntait déjà cette combe, donc cette reculée de Combe-Laval. Et puis après, en 1871, on a ouvert la route du col de l'Écharançon, donc qui passe juste au-dessus. Sauf que cette route a une pente qui est trop importante, donc on est obligé de doubler les attelages, ce qui représentait une perte de temps et une perte d'argent. De plus, l'hiver, on rencontrait des difficultés puisque ça passe par un col qui pouvait être fermé, enfin intercepté par la neige. Du coup, dans les années 1891, on s'est dit non, il faut construire une route plus courte et avec une déclivité moins importante et donc qui longerait la paroi rocheuse. Et c'est vrai qu'une fois la route ouverte, l'économie forestière a été fortement dynamisée. Ça a aussi permis le développement de nombreux métiers pour des habitants et ça a permis aussi le développement d'une nouvelle activité qui est le tourisme. C'est incroyable de penser que cette route a été construite uniquement pour l'exploitation forestière à l'origine. Sachant qu'aujourd'hui, on parcourt cette route pour son paysage, son patrimoine, le côté un peu, l'expérience qu'on peut vivre sur ces routes. Et aujourd'hui, ça sert plutôt de base au développement du tourisme sur le Vercors. Et oui, c'est vrai que la vocation touristique n'a pas du tout été le premier usage envisagé. Mais comme pour toutes les autres routes construites dans le massif du Vercors, l'usage touristique a immédiatement été pratiqué dès l'ouverture de cette route. Forcément, ça a remporté un franc succès. On imagine bien les gens passer, que ce soit en véhicule hippomobile ou automobile, donc qui forcément allaient plus doucement que nous aujourd'hui. Les sensations que ça devait leur procurer, ça a séduit un grand nombre de touristes. Et puis du coup, le tourisme a suscité également, a été exploité comme une ressource, que ce soit pour les habitants, parallèlement à d'autres activités. Donc nombreux étaient ceux qui ouvraient des hôtels, des auberges, qui montaient des compagnies de transport. Ça a été une véritable ressource. Spectaculaires et audacieuses, les routes du Vercors ont permis à l'époque d'ouvrir le massif sur le reste du monde. C'est chouette avec les hirondelles. C'est trop bien. Aujourd'hui, le site est identifié comme patrimoine national. Il est à la fois préservé pour son patrimoine et en même temps développé pour son attrait touristique et fonctionnel. Il est à la croisée des enjeux du parc. Dans les marnes et calcaires, les routes évitent les zones à risque et font tour et détour, dévoilant peu à peu des panoramas à couper le souffle. Les vautours fauves sont facilement reconnaissables avec ces longues ailes larges et arrondies sur le bord postérieur et dont les extrémités sont effilées et très digitées. Le dessus du corps est brun clair avec des rémiges plus sombres. Après le succès de la réintroduction des vautours fauves, le parc a poursuivi son action avec un autre vautour, le gypaète barbu. Benoît Béton, conservateur de la réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du Vercors, et Anne Roiseux, maire de la commune de Tréchenu-Crayé, se retrouvent en milieu de journée dans le cirque d'Archiane. Les lâchers des oiseaux ont eu lieu ici. Les plus grands spécialistes de l'espèce de gypaète, quand ils sont venus sur le secteur, ils ont dit mais ici c'est un terrain à gypaète. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas encore de gypaète installé sur cette commune-là, sur les falaises d'Archiane? On ne connaissait pas. Moi je ne suis pas le plus grand spécialiste de l'espèce. Non mais c'est quand même toi. Ici tout le monde dit que c'est toi le papa du gypaète, puisque c'est toi qui es venu nous voir. Qui a proposé ça, nous on ne connaissait pas non plus, que c'est les vautours, mais dans leur généralité. Alors, il y a peut-être quelques spécialistes ici qui connaissent, c'est mieux les différentes espèces de vautours. Nous on a appris après, mais les gypaètes, ça a été aussi, quand tu as proposé ça, le déclencheur d'apprendre aussi toutes les espèces de vautours, leur façon qui fait quoi, les aires de nourrissage, les nichoirs, ça c'est passionnant et je pense que c'est très, très éducatif. Diabolisés par l'homme qui les a décimés, les gypaètes barbus ont disparu du Vercors à la fin du 19e siècle. 11 oiseaux ont pu s'envoler depuis 2010 et d'autres lâchers sont prévus dans un futur proche. Pour reconnaître les oiseaux lâchés et suivre ainsi leur déplacement, une décoloration est effectuée sur les plumes des ailes et de la queue. Tous sont équipés de radioémetteurs GPS avant envol pour permettre de les localiser précisément.
Le parc du Vercors contribue au programme Life Jeep Connect, qui vise à réintroduire les gypaètes barbus dans le département de la Drôme et dans le Massif central. Cette action va contribuer à recréer une continuité entre les populations de l'espèce, des Pyrénées à l'ensemble de l'arc alpin. C'est une étape importante pour augmenter les chances de survie de cette espèce menacée. Installés à l'âge de 3 mois dans une cavité, ils s'approprient doucement le site, observent les falaises face à eux, ce qui renforce les chances de les voir revenir à proximité de ce site à l'âge adulte. Ils prendront leur envol à l'âge d'environ 4 mois. C'est un instant magique. Plus C'est que vraiment magique. un instant. Ouais. Et c'est vrai que le cercle d'Archiane, pour ça, c'est quand même un lieu privilégié, avec beaucoup de cavités, avec c'est l'endroit idéal. Moi, je suis positive de nature et optimiste, mais il n'y a pas de raison que ça ait marché pour les autres espèces, et que pour cela, qui est quand même la continuité des vautours, des casseurs d'os, pas de raison que ça ne marche pas. Tous espèrent et attendent des naissances dans les falaises du Vercors ou ailleurs pour contribuer à la sauvegarde des gypaètes barbus qui interviennent en fin de chaîne alimentaire, se contentant de restes de viande, de ligaments et surtout d'os des cadavres d'animaux. Des actions de sensibilisation sont menées, d'autres visent à stopper ou au moins minimiser les menaces avérées ou potentielles. Très bien, on va aller voir là-bas parce qu'il y en a souvent là qui traversent des vautours fauves. C'est un bon couloir là. Plus qu'un couloir parce qu'ils se reproduisent, Oui, même, ils nichent ici, et pour ceux qui se reproduisent Oui, pas, il mais y en a ça, même qui... ils bougent, qui ils se passent, baladent, ils repartent vers Tussac, ils reviennent vers Archiane. Parce que là, je regarde, t'en as 2 là-bas Ouais. qui arrivent en face. T'as vu comme ça plane? Aucun problème. C'est là que c'est intéressant, mine de rien, tu vois. Ici, 89, au fond du Vallon. Introduction du bouquetin des Alpes. Oui. Et maintenant, elle occupe une partie du territoire, notamment toute la réserve naturelle. Oui. Après, les vautours fauves qui ont été réintroduits à Chamaloc en 96 et qui ont été réintroduits jusqu'en 2007. Tu sais, tout ça, quand même grâce au parc et puis à tous les gens qui sont investis, pour le coin, pour le Diois en général, pour la commune et les communes alentours, c'est quand même très important sur le plan économique parce que certes, les touristes viennent depuis longtemps parce qu'il y a des tas de choses, il y a des sites, il y a eu les bouquetins, il y a eu toutes ces espèces, mais le fait qu'il y ait cette réintroduction, on en a quand même beaucoup parlé, on a fait beaucoup de battage autour, ça leur donne un but supplémentaire et un centre d'intérêt supplémentaire pour venir encore plus, et donc pour l'économie du pays d'Iwa, c'est aussi pas neutre, c'est évident. Il y a la vigne, il y a l'agneau, il y a des tas de choses, la lavande, mais ça c'est une partie très importante parce que ça concerne beaucoup les randonneurs, les vrais amoureux de la nature, les randonneurs qui viennent dans un but pas pour marcher le nez en l'air, et ils connaissent les lieux où ils risquent de rencontrer ces espèces. Souvent il y en a qui sont très érudits sur leur mode, toutes les communications on a fait passer leur mode de nourriture, etc., tout ce qu'ils faisaient. Et nous, quand ils nous rencontrent, ils nous posent des questions. Alors comme on leur dit, c'est pas un zoo. Vous en rencontrerez, vous en rencontrerez pas. Mais de toute façon, c'est quand même... ils viennent quand même aussi pour ça, c'est un centre d'intérêt supplémentaire. Puis tu oublies aussi un rôle, qui est peut-être plus lié au vautour fauve, mais c'est aussi la mission d'équarrissage qu'a le parc. Puisque tu sais qu'on collecte sur une trentaine de communes dans le Diois, mais aussi sur le plateau. Tout à fait. Et là, c'est un service que les éleveurs apprécient parce que... Bien sûr. Quand il y a une bête qui meurt chez eux, nous, en moins de 2 jours, on est chez eux pour la récupérer. Et en plus, c'est pas perdu. C'est pas perdu. C'est des émissions de gaz à effet de serre en moins parce que c'est les vautours qui les consomment. Tout à fait. C'est gagnant-gagnant dans tous les sens. Sur ces placettes où sont mises à disposition des carcasses collectées dans les exploitations agricoles voisines, les vautours fauves, charognards, remplissent ainsi leur rôle d'équarrisseurs naturels. Toute la journée, ils se répartissent pour prospecter un large territoire en quête d'un animal mort dans le milieu naturel. Le premier qui détecte une source alimentaire attire les autres jusqu'à la découverte. Grâce à leur vue perçante, à 3 km d'altitude, ils peuvent repérer un animal mort de 30 cm de long. Sur la réserve des hauts plateaux du Vercors, dont le parc a la gestion, les paysages ont essentiellement été façonnés
par le pastoralisme et l'exploitation forestière. C'est aujourd'hui la plus grande réserve terrestre de France métropolitaine. Ces 17 000 hectares occupent la partie la plus élevée et la plus sauvage du massif. Les décors y sont splendides. Ils foisonnent d'espèces et d'une riche histoire humaine. Michel Vartagnan, le maire de la commune de Chamalloc, est également en charge de la biodiversité et de la communication pour le parc. Il retrouve, en tout début d'après-midi, Bruno Caraguel, le directeur de la Fédération des alpages de l'Isère, sur le site de la Grande Cabane, au cœur de la réserve. Pour les éleveurs, cet espace est très important. Ils y trouvent les ressources fourragères pour leurs troupeaux, pour 3 à 4 mois de l'année, plutôt 4 que 3, avec des ressources de qualité. C'est des troupeaux qui viennent en partie du Vercors, mais pour à peu près la moitié qui hivernent ailleurs que dans le Vercors. Sur des systèmes où effectivement il n'y a plus du tout d'herbe en été, puisque c'est le delta du Rhône principalement. Et du coup, les éleveurs ont besoin de retrouver des ressources fourragères pour leurs troupeaux ici. Et c'est vrai que c'est des espaces qui comptent vraiment, avec ce potentiel fourrager qui est disponible, de bonne qualité, et puis qui est décalé dans le temps. C'est-à-dire que quand c'est la sécheresse dans le sud de la France, ici on est encore au printemps. Encore au printemps, oui. Et l'été se déroule très vite, mais voilà, quand ils repartent à l'automne, il n'y a plus d'herbe ici, et le froid arrive, mais ils retrouveront dans le sud de la France, sur leur lieu d'hivernage, des ressources un des autres facteurs fraîches. est aussi la température. Dans le sud, rester en période estivale, Bien sûr. c'est rapidement insupportable pour les bêtes, quoi. La réserve, c'est donc un espace protégé, puisqu'il y a des outils de protection, mais c'est un espace d'équilibre, où l'équilibre entre les différentes activités, l'activité pastorale, qui est pour moi la principale, mais aussi l'activité forestière, mais on retrouve aussi la chasse, on retrouve l'aspect scientifique sur l'observation qui peut se mettre en œuvre dans ces périmètres-là. Donc tous ces équilibres-là sont importants. Et dès qu'il y a un déséquilibre dans un sens ou dans un autre, il y a une incidence sur les autres acteurs. Voilà, ces équilibres pour le parc et au travers des outils qu'il met en place, notamment la garderie puis les observations scientifiques, c'est toujours cette recherche-là, quoi. Mais tu vois, pour les éleveurs et pour les bergers, cet apport scientifique, il est aussi important. Les choses évoluent, elles évoluent très vite, les évolutions climatiques, les évolutions aussi des regards de la société sur les troupeaux, sur les milieux évoluent. Et le fait que le parc et la réserve proposent des retours sur les travaux scientifiques, c'est quelque chose qui est important pour les éleveurs et les bergers qui ont la garde des troupeaux l'été. Un des autres rôles du parc, c'est, au-delà du pastoralisme, c'est aussi la gestion floristique et faunistique de ce territoire. Le parc a mené un certain nombre de réintroductions sur ce périmètre. Les marmottes, encore que ça s'est fait avant que le parc arrive, mais sur le Grand Vémont, les bouquetins, on est juste en face. Un certain nombre d'autres espèces, notamment de gallinacées, sont aussi présents. Et pour les protéger, en quelque sorte, il y a un certain nombre de procédures, que ce soit les MAE, mesures agri-environnementales ou climatiques, et Natura 2000, qui permettent, grâce au parc et au service de l'État, de conventionner avec les éleveurs de manière à ce qu'ils adoptent un protocole de gestion de leur pâturage. Différentes mesures ont été prises pour faire évoluer les pratiques pastorales et s'adapter au mieux aux enjeux environnementaux actuels. Sur le terrain, la présence du loup a conduit les bergers à se réorganiser pour la gestion des alpages. Les surveillances sont renforcées. Les animaux réunis pour la nuit et des chiens de protection veillent sur les troupeaux. Au sein de la réserve, qui attire nombre de randonneurs, différentes missions sont assurées par les gardes techniciens. Ils accueillent, sensibilisent et informent le public, mènent des suivis scientifiques et naturalistes et participent à l'éducation à l'environnement de la jeune génération. 84 communes sont dispersées sur le territoire du parc. Suspendu au-dessus des eaux, le village de Pont-en-Royans se trouve en confluent de la Bourne et de la Vernaison. Hommes et femmes de la préhistoire parcouraient déjà la montagne à la belle saison. Le musée de la préhistoire du Vercors
propose une découverte de cette présence humaine sur le territoire, des chasseurs-cueilleurs jusqu'aux agriculteurs-éleveurs. Dans le courant de l'après-midi, à Vassieux, en Vercors, Régis Picavet, archéologue préhistorien et membre de l'Association pour la valorisation et la diffusion de la préhistoire alpine, retrouve Gérard Estève, le directeur du musée. Du coup, les premières incursions humaines, on trouve Néandertal. On n'est pas directement sur Cro-Magnon et sur du Paléolithique supérieur. Oui, tu as raison. Les premières occupations connues sont dues à l'homme de Néandertal. On dira, alors c'est possible aux alentours de 100 000 ans, ça n'est pas démontré, parce que c'est les premières poussées glaciaires qui ont, je dirais, raboté les vestiges anciens. Et ensuite, la dernière présence connue, c'est, on dira, autour de 50 000 ans, à la faveur d'un épisode climatique plutôt tempéré. Et là, l'homme de Néandertal est monté. Alors, il a fréquenté les entrées des grottes. Je dis bien les entrées des grottes, parce que souvent, au fond des grottes, il y a des locataires indésirables, comme les ours des cavernes, par exemple, parce qu'ils sont contemporains. Et il faut préciser quand même que c'est dans l'entrée des grottes que les vestiges sont les mieux conservés. Bien entendu. Ensuite, il y a eu une péjoration climatique, le climat s'est refroidi, et là, les hommes sont redescendus dans les vallées. Depuis le Paléolithique moyen, il y a environ 50 000 ans, les hommes préhistoriques ont fréquenté le plateau de Vassieux et exploité le silex affleurant. Ils maîtrisaient parfaitement sa taille et avaient déjà une boîte à outils perfectionnée. Il y a différentes manières de produire des lames ou des éclats. Ça, c'est la percussion directe avec un percuteur tendre. C'est un bois de serre en l'occurrence, mais on peut prendre du bois végétal. On peut aussi passer par un intermédiaire qui est le chasse-lame. L'intérêt, c'est de produire des éclats ou des lames qui seront soit utilisés brutes, soit transformés ensuite en outils spécialisés. Voilà, donc j'ai une arête directrice. Je vais donner un coup ici, obtenir un produit allongé. Le voilà. C'est une lame. Cette lame est un produit brut. Elle est déjà extrêmement tranchante. On peut débiter une bête entière avec une simple lame comme celle-ci, mais on peut aussi la transformer en outil spécialisé. Plus tard, ils confectionnaient des grattoirs, des racloirs, des burins et également des perçoirs pour fabriquer des objets utiles à leur quotidien. Selon les époques, les chasseurs se spécialisaient. Ainsi, cerfs, rennes et bouquetins ont été au bout de leurs flèches tirées à l'arc. Les marmottes sont prélevées en grand nombre, en particulier pour les peaux. Ce que je pense, c'est que ces chasseurs vivaient dans un univers exclusivement forestier en permanence. Et je pense que saisonnièrement, ils fuyaient ces zones un peu palustres, sujettes aux crues de plaine, pour monter en montagne, un petit peu une sorte de transhumance saisonnière. Et par contre, où ils montaient ces journées en montagne, il n'y a pratiquement pas de silex. Donc ils prenaient avec eux soit des préformes, soit des armatures déjà fabriquées en plaine. Durant peut-être 3 siècles, des artisans tailleurs spécialisés ont exploité ce site, le P51. Un site unique en Europe, classé monument historique et qui a été transformé en musée. Tout ce qu'on a sous les yeux, c'est la raison même d'être de ce musée. Bien sûr, c'est ce site archéologique, c'est le vrai site archéologique. Il ne s'agit pas d'une reconstitution qui a été découverte dans les années 70, bien sûr sous les sous-bois. Et le musée, les premiers musées ont été construits pour protéger ce site archéologique, puisqu'on voit tous les déchets de la taille, le plus petit détail, et qu'il est arrivé intact jusqu'à nous, puisqu'il n'a jamais été labouré. Et depuis la découverte de ce site dans les années 70, la recherche sur le Vercors n'a pas cessé. Alors non, il y a vraiment une dynamique très importante qui s'explique par plusieurs raisons, parce qu'il y a de nombreux chercheurs présents déjà sur Grenoble qui ont travaillé sur les Alpes et le Vercors en particulier, en grande partie parce qu'il y a du silex en abondance. Et il faut dire qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont passé leur thèse sur des sujets qui sont plus ou moins liés au massif du Vercors. Et de plus, on est toujours suivi par les instances locales, le département de Drôme-Isère et bien sûr le parc du Vercors et la réserve naturelle. En milieu d'après-midi, Grégory Loucougaret, chercheur en écologie à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, retrouve Pierre-Aimar Biron, chargé de mission connaissance au parc.
Ils se rendent sur la station météorologique de Gerland, installée depuis 2004 au cœur de la réserve des hauts plateaux du Vercors. C'est vraiment intéressant le lien qu'on a avec les scientifiques et offrir aux scientifiques des outils de mesure. Ouais, c'est vrai que cette station, c'est un bon exemple. Parce qu'un des gros enjeux, c'est de pouvoir avoir des suivis au long terme. Pour faire ces suivis au long terme, en réponse au changement climatique, en réponse aux évolutions des pratiques pastorales, on a besoin à la fois d'une logistique et aussi une certitude que les dispositifs et les suivis peuvent durer dans le temps. Et pour ça, la réserve de Haut-Plateau, c'est vraiment un laboratoire assez exceptionnel pour faire ce type de suivi. Le Vercors est situé à la transition entre les Alpes du Nord et du Sud. Il est donc soumis à la triple influence climatique de l'altitude, des précipitations océaniques et des régimes méditerranéens. Des observatoires climatiques sont installés en différents endroits du parc, dont un au sommet du Mont Aiguille. Le gros enjeu, en tout cas la grosse question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelles sont les interactions entre les effets du changement climatique, donc la recrudescence des sécheresses, le réchauffement global moyen en fait des températures et tous les impacts que ça a sur l'enneigement, sur les gels, et puis donc les interactions entre ce changement climatique et l'évolution des pratiques pastorales. Et quelle est la part des changements climatiques dans vos observations? Voilà. Et pour arriver et les résultats, c'est en fait, pour depuis 30 ans depuis 30 ans, on commence à voir des choses. Et puis en fait, pour arriver à comprendre un peu ce qui se passe, l'enjeu majeur, c'est que c'est très difficile d'expérimenter, de contrôler en fait les pratiques pastorales, de tout maîtriser, de contrôler aussi le changement climatique dans la nature. Donc on a besoin en fait de sites qui sont à la fois pâturés et non pâturés, donc soumis au pastoralisme ou non, dans un contexte de changement climatique équivalent. Et là, la réserve, elle nous permet de nous offrir ça, donc par ce réseau de placettes mis en défense depuis plus de 30 ans maintenant, et puis surtout par aussi un laboratoire exceptionnel qui est la pelouse sommitale du Mont Aiguille, qui est intouchée par le pastoralisme depuis toujours, et donc sur lequel vous nous avez permis en fait d'installer d'autres stations météo, de faire des suivis de sol, des suivis de végétation. Oui, la pelouse sommitale du Mont Aiguille étant un isolat, un peu un phénomène d'île. Exactement, une pelouse témoin en fait qui est soumise au changement climatique sans avoir été soumise au pastoralisme en fait depuis des centaines d'années comme les alpages ailleurs sur la réserve. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon ces alpages sont quand même des milieux ouverts, donc ces prairies d'altitude sont des milieux qui sont issus de l'activité humaine par l'agriculture, par le pastoralisme depuis au moins 1000 ans. Donc ce sont des milieux qui ne sont pas entièrement naturels et si on veut les conserver, il y a aussi un enjeu de bien adapter les pratiques pastorales en fait, à la diversité de ces milieux. Et sur les premiers résultats qu'on obtient en fait, sur la réserve, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que sur les pelouses qui sont sèches, qui sont vraiment soumises à des contraintes climatiques de sécheresse très fortes chaque année, sur des sols très superficiels, on a, quand on met en défense depuis 30 ans la végétation, on n'a plus de pâturage, on a une biodiversité en fait qui revient plus élevée que ce qu'on a quand on a situation de pâturage, avec plus d'orchidées, plus de légumineuses. Mais par contre, dans les pelouses plus fraîches, sur sol plus profond sur la réserve, au contraire, le pastoralisme entretient une diversité plus élevée. Quand on arrête le pâturage, en fait, on a une diversité qui diminue. Parce qu'il y a plus de compétition entre les espèces. Donc ça montre bien en fait que la réponse elle n'est pas univoque. C'est intéressant. Ça dépend vraiment des conditions de milieu, du climat. Et spécialement sur ces hauts plateaux où c'est fait de bosses et de creux. Et on a une succession de milieux un peu différents qui répondent différemment à l'absence ou à la présence du pastoralisme. Et à mon avis aussi à la climatologie. Le changement climatique est devenu une réalité dans le Vercors, comme partout ailleurs, et les impacts sur ces régions montagneuses seront multiples. Certaines espèces animales ou végétales, actuellement en limite d'aire de répartition, vont disparaître. D'autres vont se déplacer vers le nord et en altitude. Ajoutez à cela la baisse de l'enneigement et la raréfaction de la ressource en eau, les conséquences sur l'économie de la montagne, le tourisme, l'agriculture, et les écosystèmes seront importants. Le territoire du Vercors fait la place belle au pâturage. L'abondance des prairies permanentes et des pratiques agricoles extensives sur ces parcelles permettent de favoriser la biodiversité du territoire. En fin d'après-midi, Christelle Eustache, animatrice de l'AOP, Bleu du Vercors Sassenage, rencontre Pierre Guillot, un agriculteur du territoire. Dans son troupeau de 35 vaches laitières, il a essentiellement des Montbéliardes, quelques abondances
et une vache de la race du Vercors, la Villarde. C'est une race qui a été reconnue race à part entière dans les années 1860, qui était présente sur tout le Vercors, tout le massif du Vercors. Fin des années 50, la mécanisation est arrivant sur le massif du Vercors. Cette race qui a été utilisée à ce moment-là pour le travail a failli disparaître. En 1976, des actions de conservation de la race ont permis de sauver cette vache à la robe Froment, qui se trouve être une laitière adaptée au territoire. Les troupeaux sortent selon les années quand l'hiver... Oui, quand l'hiver est fini, à peu près mi-avril, fin avril. Elles sont au pré tout l'été, donc c'est que de l'herbe qu'elles pâturent. On peut dire quand même qu'elles bénéficient d'une herbe riche et variée. Et ça, c'est grâce aussi à vos pratiques qui sont respectueuses des différents milieux. Et puis, Oui, nous, là, à la ferme, on n'a pas de labour. Il n'y a que des prairies naturelles. Donc ça va des graminées, légumineuses et différentes fleurs, quoi. Mais c'est très, très varié, quoi. Ce qui permet après d'avoir un fourrage très varié. Et la qualité d'un fromage aussi, voilà. Forcément, ça a une incidence sur oui, tout à fait. La qualité organoleptique de nos produits. Le fait qu'il y ait un produit de qualité, le bleu du Vercors, ça se nage, donc ça a permis aux jeunes agriculteurs donc, de s'installer. Quand les premiers producteurs fermiers se sont installés, la coopérative a mis à disposition des moyens pour vous faciliter, pour vous accompagner. Oui, entre producteurs fermiers et producteurs laitiers, donc entre producteurs à la ferme et la coopérative Vercors-Lait, il y a vraiment une bonne entente depuis le début. Depuis le début, il faut le signaler. Et c'est bien, et nous, producteurs fermiers, c'est un plus, le fait qu'on travaille aussi avec la coopérative Vercors-Lait. Oui. Il est 18h, Pierre, accompagné de sa fille Pauline, raccompagne les vaches pour la traite du soir. Très attachée à son territoire, elle espère reprendre l'exploitation familiale pour laquelle elle a plein d'idées. Depuis l'obtention du label en 1998, la production de bleu du Vercors Sassenage est en augmentation. Le cahier des charges stipule désormais que les troupeaux engagés dans l'AOP devront comporter 3% de femelles Villard de l'an. Pauline, du haut de ses 17 ans, est la présidente des Graines d'éleveurs du Vercors. Cette association, créée en 2017, rassemble une trentaine de jeunes intéressés par la nature et l'agriculture et qui sont des ambassadeurs de la race Villarde. Avec un slogan « Parce qu'une biodiversité variée, c'est un Vercors en bonne santé », ces jeunes s'impliquent pour réunir des fonds qui permettront d'autres lâchers de gypaètes barbus sur le territoire. L'après-midi touche à sa fin, les vautours tournent encore dans le ciel du Vercors. Puis ils vont, seuls ou par petits groupes, se rapprocher doucement des falaises où ils passeront la nuit. En toute fin d'après-midi, au pied de la cascade verte, dans la Drôme, la fraîcheur s'est installée. Sur le site des Petits Goulets, deux passionnés d'escalade, Thomas Amodeille et Romain Jandé, se sont donné rendez-vous. Romain est guide de haute montagne, Thomas est cordiste naturaliste. Les deux grimpeurs sont aussi équipeurs. Ils participent au développement de l'escalade sur le territoire, tout en le conciliant avec la préservation de la biodiversité. Alors t'as vu, c'est rigolo parce que c'est vraiment des végétations typées falaises, quoi. Du buis alors il y a plein d'arbustes qui sont vraiment spécialisés au milieu de la falaise. Alors des espèces de fleurs et d'arbustes qui sont vraiment spécialisés falaises, quoi. Alors il y a des choses très communes, puis il y a des petits trucs un peu plus originaux, un peu plus rares. Ouais. Ce qui est vraiment pas mal ici, c'est qu'on a vraiment réussi finalement à maintenir une activité d'escalade vraiment intense toute l'année. Il y a des gens qui grimpent toute l'année. Et par contre, il y a vraiment des zones de tranquillité à la fois pour les espèces animales et des zones je dirais, de préservation pour les espèces végétales. C'est quand même un site qui a vraiment bénéficié de cet apport du parc, quoi, sur le contrôle un peu du partage du territoire par les grimpeurs, les espèces végétales, animales. Moi je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est quand on arrive du côté grimpeur à se rendre compte que l'escalade c'est pas juste un sport
Enfin, c'est pas juste pour l'effort physique, etc. C'est que quand on arrive à prendre un peu de recul et à remettre ça dans un contexte naturel, on arrive à pratiquer l'escalade tout en prenant en compte en fait tous ces enjeux-là, quoi. En collaboration avec de nombreux partenaires, le parc a mis en place une carte interactive des voies d'escalade, avec des codes couleurs permettant aux équipeurs d'être informés sur les autorisations ou restrictions de grimpe. Selon les secteurs, sont ainsi protégés des nids de vautours ou de hiboux grand-ducs pour permettre l'éclosion et l'envol des jeunes. Côté végétal, une flore spécifique s'est adaptée à cet environnement de roches calcaires. La plupart de ces plantes sont rares, fragiles ou menacées. Savoir apprécier la flore des lieux sans la prélever ou l'abîmer au passage, ne pas laisser de déchets, sont autant de bonnes pratiques afin que l'escalade, comme toutes les autres activités pratiquées sur le territoire, le soit en harmonie avec le milieu. Une journée se termine sur le territoire du Vercors. Les vautours reprendront demain leur balai aérien dans le ciel du parc. Les couples d'adultes formés à vie sont sédentaires. Ils resteront toute l'année sur le territoire. Le parc du Vercors aura montré tout au long de cette journée combien il est une terre de contraste et de diversité. Combien il est un territoire d'exception, un savant mélange de ce que la nature a de plus beau à offrir. Ici, grâce à la volonté des hommes et des femmes qui y travaillent et y vivent, on cherche à concilier au quotidien les loisirs, les activités humaines, la protection des espèces et des espaces, en un seul et même lieu.